Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 17 ans après le drame de Sapui, les associations et mouvements de défense des droits de l'homme réclament justice pour Norbert Zongo et ses 3 compagnons. Depuis 1998, le dossier a connu plusieurs évolutions. Des premières manifestations au non-lieu prononcées en 2006 à la réouverture du dossier en mars 2015. Nous ferons le point complet dans ce journal. Roch Marc-Christian Kaboré remercie les organisations de la société civile pour leur mobilisation et leur engagement en faveur de la démocratie. Rencontre mise à profit par les OSC pour présenter leurs doléances au nouveau président. Et puis 87 personnes ont été tuées hier à Bujumbura, la capitale du Burundi. Selon les autorités, les corps sont ceux des rebelles qui ont attaqué des camps militaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné ces violences. On commence ce journal par la commémoration du 17e anniversaire du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons d'infortune tués le 13 décembre 1998. 2 activités phares ont marqué cette commémoration. Il s'agit du dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des disparus et d'un meeting à la place de la Nation. Le collectif des organisations démocratiques de masse, des partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés ont souhaité vivement que la lumière soit faite sur la mort de Norbert Zongo et de ses 3 camarades. Le point avec Frédéric Étienne Bassenga. Après 17 ans de lutte pour que justice soit faite pour Norbert Zongo, c'est un collectif qui s'est dit déçu des déclarations de 2014 de Michel Kafando et de Yacouba Ezazida, mais qui se remobilise. Ce matin, à la place de la Nation, Chrysogoune Zougnoré a d'abord rappelé la vie du journaliste avant d'égrener les actes posés par la justice depuis la réouverture du dossier en décembre 2014. À cette commémoration, le président du collectif a surtout demandé aux militants de ne pas dormir tant que justice ne sera pas faite. Camarades, nous devons donc poursuivre la lutte, car elle commence à payer. Il y a de cela 3 jours, en effet, nous avons appris, par les soins des avocats des ayants droit et du MVDHP, l'inculpation de 3 éléments de l'ex-RSP dans le cadre du dossier Norbert Zongo. Pour autant, camarades et compagnons de lutte, devrions-nous nous contenter de cette toute récente inculpation et aller nous coucher? Suivons donc la lutte en ayant également à cœur les dossiers d'Abo Boukari, Guillaume Sessouma, Flavien Nélier, Salifou Nélier et ceux des martyrs de l'insurrection et autres restés en souffrance jusqu'à ce que viennent s'ajouter les dossiers des victimes du putsch du 17 septembre 2015. Cette commémoration de 2014 s'est faite en 2 étapes. Très tôt le matin, les membres du collectif se sont retrouvés au cimetière de Gonguin pour le dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Le 13 décembre 1998, le directeur de publication du journal L'Indépendant Norbert Zongo et 3 de ses compagnons sont assassinés sur la route de Sapui. La nouvelle se répand à travers le pays et très vite des manifestations sont organisées pour demander vérité et justice pour Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune. Retour sur ce drame avec Olopoda. Bori Bana, qui signifie la fuite, est terminée. C'est le credo choisi par le journaliste Norbert Zongo pour affronter son destin.
Un destin qui va connaître une fin tragique lorsqu'il s'engage au cours de ses investigations à lever le voile sur le meurtre de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré. Le 13 décembre 1998, Henri Sebgo, de son nom de plume, et 3 de ses compagnons sont retrouvés morts à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sebgo. Nombreux sont les Burkinabés qui n'ont pas cru à cette nouvelle froide et macabre. Et pourtant, les faits allaient s'imposer à tous. C'est ici, à Sapuy, plus précisément à 7 km à la sortie sud en direction de Léo, que Norbert Zongo, Yembi Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Abdoulaye Ninkiema ont trouvé la mort. Le véhicule qui les transportait était en proie à des flammes et les corps calcinés des victimes sur place laissaient voir une scène dramatique et de désolation. La nouvelle se répand rapidement et dans les jours qui suivent, des milliers de personnes vont descendre dans les rues des principales villes du pays pour demander que justice soit faite. Nous avons lu avec attention dans la presse de ce jour la déclaration du groupe du 14 février relative aux circonstances de la mort du directeur de publication du hebdomadaire L'Indépendant. Cette déclaration tente à conditionner l'opinion publique et à orienter l'enquête judiciaire dans une optique partisane à l'effet de justifier les graves troubles à l'ordre public dont ils seront tenus pour responsables. Des communiqués d'interpellation et de mise en garde et des actions dissuasives, rien de tout cela n'a pu freiner la vive réprobation du peuple burkinabé qui demande simplement que la lumière soit faite sur la disparition du journaliste Norbert Zongo. Le Burkina venait ainsi de basculer dans une crise qui n'a pourtant pas empêché de rendre un dernier hommage aux victimes du drame de Sapuy. Ce 16 décembre 1998, une foule immense accompagne à sa dernière demeure le directeur de publication du journal L'Indépendant. De la morgue de l'hôpital Yalgado au cimetière de Gounguin, la foule a traversé les artères de la ville de Ouagadougou. Au cimetière, des témoignages et des oraisons funèbres ont été faits sous les yeux de la veuve en larmes, des parents inconsolables, des amis et connaissances attristés. Ainsi s'est terminée la fuite du journaliste d'investigation. Norbert s'en est allé à jamais. Et depuis 1998, le dossier Norbert Zongo a connu de nombreux rebondissements judiciaires. Après plusieurs années de procès, un non-lieu est prononcé en 2006. Il faudra attendre l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et l'avènement du gouvernement de la transition pour voir la réouverture du dossier en mars 2015. Retour sur les péripéties judiciaires de l'affaire Norbert Zongo avec Jacques Lamissa Tarpaga. 13 décembre 1998. Le célèbre journaliste et écrivain Norbert Zongo est assassiné. Le pays verse dans un cycle de protestations ponctué par des violences. Justice pour Norbert Zongo, voici l'objectif de toutes ces marches, meetings et grèves. Pour identifier les coupables, une commission d'enquête indépendante est autorisée à mener des investigations. Les travaux conduisent à des suspects sérieux. Les premiers cités sont des soldats du régiment de sécurité présidentielle, RSP. Un d'entre eux est plus tard inculpé, l'adjudant Marcel Kafando. Pour tous ceux qui luttaient, c'était le début de la manifestation de la vérité. Contre toute attente, un non-lieu est prononcé par le juge d'instruction en 2006, ce qui signifie qu'aucun élément de preuve ne permet de juger l'affaire. Les organisations de la société civile, les partis politiques et les autres organisations de défense des droits de l'homme crient au scandale. Le dossier Norbert Zongo est clos par la volonté de ceux qui ne veulent pas que la vérité soit connue. Un nouveau rebondissement en 2008, le témoignage d'un certain Moïse Ouedraogo apporte de l'eau au moulin des avocats. Il charge à nouveau, mais le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux permettant de rouvrir le dossier. Un brin d'espoir renaît avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme basée à Arusha en Tanzanie. En novembre 2013, la Cour relève des incohérences dans le dossier,
la non-exploration des autres pistes contenues dans le rapport de la commission d'enquête ainsi que la durée de l'affaire jugée trop longue. La chape de plomb qui entoure le dossier Norbert Zongo est finalement enlevée après la chute de Blaise Compaoré suite à l'insurrection d'octobre 2014. L'information judiciaire reprend donc son cours. Le gouvernement annonce des avancées significatives. Il y a seulement quelques jours, 3 soldats de l'ex-RSP sont inculpés. 17 ans après la mort de Norbert Zongo, la justice est encore très attendue sur la manifestation de la vérité. Né en 1949 à Koudougou, Norbert Zongo a d'abord servi comme journaliste à Sidouaya puis au Carrefour africain entre 1986 et 1993. Il démissionne de la fonction publique en 1993 et crée son propre journal sous l'appellation L'Indépendant. Il y mène plusieurs investigations, surtout sur la mort suspecte de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré. Il n'achèvera pas cette enquête. Il trouve la mort dans un tragique accident le 13 décembre 1998. Le portrait de Norbert Zongo avec Draman Guéné. Norbert Zongo. La grande majorité de ceux-là qui réclament justice pour ce journaliste émérite ne l'ont connu qu'à titre posthume. Pourtant, Henri Sebgo, de son nom de plume, était bien connu des services secrets des régimes d'alors. En 1979, Norbert Zongo est admis à l'Institut supérieur de presse du Conseil de l'Entente de l'Université de Lomé au Togo. Suite à ses critiques et prises de position politiques, les autorités togolaises l'expulsent du pays en 1981. En 1984, il est admis encore à une école de journalisme, mais cette fois-ci à Yaoundé au Cameroun. Il revient en 1986 et intègre le quotidien d'État Sidouaya, puis le périodique Carrefour africain. Par ses écrits poignants, Norbert Zongo perturbe le sommeil du pouvoir en place. Le bon roi, le roi qui aime son peuple, qui le conduit, peut mourir pour son peuple. Ça, c'est des valeurs qui n'existent plus. Aujourd'hui, non seulement les rois ne veulent pas mourir pour leur peuple, mais ils tuent les peuples pour vivre. En 1993, Norbert Zongo est affecté à Banfora dans le but de le museler. Il refuse d'obéir et rend sa démission puis crée son propre journal, L'Indépendant. Journal d'investigation par excellence, Norbert Zongo y traite des thèmes dérangeants comme les dérives liées à l'appât du gain. Nous sommes engloutis dans un monde où le mot le plus utilisé dans toutes les langues est combien. Tout le monde calcule en combien. Norbert Zongo s'érige aussi en défenseur des plus faibles. Dans les colonnes de L'Indépendant, comme dans ses 2 romans, Le parachutage et Rukbenga, Norbert Zongo dépeint une société africaine marquée par la corruption et le détournement des biens publics. Si vous n'avez pas mangé, il y a 2 solutions. Ou il n'y a pas de nourriture, ou quelqu'un a mangé en place. En janvier 1998, Norbert Zongo s'était focalisé sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, petit frère de l'ex-président Blaise Compaoré. Cette enquête n'aboutira pas plus que l'enquêteur lui-même périt dans un accident jugé suspect le 13 décembre 1998. Parti à bord de sa 4x4 dans son ranch de la Sicile, voici comment Norbert Zongo et ses 3 compagnons reviennent à Ouagadougou, dans des cercueils. Et notre invité ce soir est Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de la famille Zongo. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 9 ans après le non-lieu, le dossier Norbert Zongo est de nouveau sur la table de la justice. Est-ce une satisfaction pour vous? D'abord, je vous remercie pour cette amable invitation, mais je dois dire que le dossier a connu tellement de péripéties que souvent on est dubitatif dans l'affaire Norbert Zongo. Seulement, il faut reconnaître que depuis le 8 avril 2015, à la faveur de l'insurrection, à la faveur de la découverte d'un certain nombre de pièces, à la faveur également de la désignation d'un autre cabinet d'instruction, ce dossier, en tout cas, a connu ces derniers moments une avancée notable, puisque nous avons déjà
des inculpations, nous avons des auditions qui se poursuivent, nous avons également des objets qui ont été placés sous scellé, ce qui indique des pistes assez sérieuses pour la manifestation de la vérité. Donc, après le non-lieu, la première victoire, c'est que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de Arusha a remis en cause cette décision qui était un déni de justice. Donc, je peux parler quelque part de satisfaction. D'accord. Alors, ces derniers jours, on a parlé de l'inculpation de 3 militaires de l'ex-RSP. Alors, au-delà donc de ces militaires, est-ce que des noms de commanditaires ont été cités? Pour le moment, c'est assez prématuré. Mais il faut souligner que ces noms qui ont été cités sont des soldats du régiment de sécurité présidentielle. Et quand on parle du régiment de sécurité présidentielle, c'est un régiment qui a un commandement. Est-ce que ces soldats ont obéi à un ordre de leur commandement? Toutes ces questions devraient être élucidées par le juge d'instruction. Et je crois que c'est le sens aussi des auditions qui sont en train de s'opérer. Et je pense aussi que l'occasion viendrait de pouvoir faire un point exhaustif sur les inculpations. Mais je pense à ce stade-là qu'on doit pouvoir s'en tenir aux 3 noms qui ont été cités. Et justement, est-ce que après toutes ces péripéties, vous avez encore foi à la justice? Ah, tout à fait, tout à fait. Nous sommes face à une instruction plus que jamais très sereine. Ce d'autant plus qu'il n'était pas évident d'avoir des mandats de dépôt. Ces 3 inculpés sont sous mandat de dépôt. Et je pense que les éléments d'information qui sont à notre possession depuis le 10 décembre, où le juge d'instruction nous a reçus et nous a fait le point de ce dossier, nous pouvons dire en tout cas que l'évolution de cette affaire nous conduira indubitablement vers la manifestation de la vérité. Alors le gouvernement annonce des indemnisations pour les ayants droit donc, de l'affaire Norbert Zongo et d'autres personnes donc, qui sont concernées. Alors est-ce que vous avez été touché par cette décision? Oui, je dirais comme les militaires affirmatifs. J'ai reçu une lettre officielle de l'agent judiciaire du Trésor qui m'informe et d'ailleurs qui me transmet aussi un avis de crédit pour dire que la somme de 233 millions environ a été domiciliée dans un compte CARPA au titre de l'indemnisation des ayants droit et du MBDHP qui se sont constitués partie civile devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. D'accord. Alors le Burkina Faso va changer de régime dans quelques jours, dans quelques semaines, avec un nouveau président élu. Alors vous êtes serein toujours après donc ces élections? Vous pensez que le dossier va se poursuivre plutôt après la fin de la transition? Je crois que l'obstacle politique, si on doit parler d'obstacle politique, a été levé. L'obstacle militaire aussi a été démantelé. C'était le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Le régime qui avait intérêt à l'impunité, c'était le régime de Blaise Compaoré. Maintenant, si les nouvelles autorités, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à voir, ce que nous prônons dans un système judiciaire comme le nôtre, pour qu'il y ait véritablement justice, c'est la séparation des pouvoirs. Éviter surtout une intrusion, une collusion de l'exécutif dans le système judiciaire. Et j'ai aussi noté la présence de M. Rochmal Christian Kaboré à cette cérémonie de baptême de l'avenue qui porte le nom de l'illustre disparu Norbert Zongo. C'est un signe fort, de mon point de vue, qui prouve que les autorités, les nouvelles autorités voudraient aussi prendre cet engagement renouvelé de poursuivre justement la quête de justice que porte l'ensemble des Burkinabés. Souvenez-vous que nous sommes un 13 décembre et quand on sait que c'est tout le Burkina Faso qui se souvient, malgré les 17 années passées, de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, on ne peut pas mettre ce dossier en perte et profit.
D'accord. Merci beaucoup, Maître Benewende Stanislas Sankara, d'être venu sur notre plateau ce 13 décembre pour répondre à toutes ces interrogations. La suite du journal, avant de poursuivre, sachez, nous l'avons abordé tout à l'heure, que dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le gouvernement indique que 233 135 409 francs CFA ont été débloqués au titre de l'indemnisation des requérants dans l'affaire ayant droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et le MDHP qui était partie civile dans ce dossier. Tout autre chose à présent, après les élections présidentielles et législatives du 29 novembre, le président élu dit merci aux organisations de la société civile pour leur engagement en faveur de la démocratie. La rencontre entre Roch-Marc Christian Kaboré et les OSC a eu lieu au Sénaza à Ouagadougou. Les leaders d'associations et de mouvements ont présenté au nouveau président les préoccupations qui sont les leurs. Ouattara, Daouda Ouattara et Kadissa Nogo. C'est par un tonnerre d'applaudissements que les organisations de la société civile ont accueilli le président fraîchement élu. Roch-Marc Christian Kaboré est venu remercier les organisations de la société civile pour toutes les luttes qu'elles ont menées pour la liberté et la démocratie. Un combat qui a abouti à des élections libres et transparentes. Je suis venu simplement passer un message de paix, un message d'espoir, un message de combat collectif demain pour que le Burkina soit radieux et leur demander en tout cas que chacun joue son rôle et sa partie. La jeunesse a l'aspect qu'elle a sa spontanéité et nous pensons qu'elle doit garder sa spontanéité sans aucune forme d'encadrement, sauf le respect du civisme et le respect de la loi. Une occasion pour le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile dégrainer un chapelet de doléances. Nous avions énuméré beaucoup d'attentes, mais les attentes qui semblent les plus essentielles, c'est que la jeunesse burkinabé puisse trouver de quoi travailler, que la jeunesse burkinabé puisse trouver de quoi s'occuper, ouvrir beaucoup d'universités, de microcrédits pour les jeunes pour s'auto-employer. Et pour les femmes aussi, c'est pareil, qu'on puisse ouvrir une banque qui va promouvoir en fait l'entrepreneuriat féminin. Et puis bon, la société civile, c'est pourquoi que la société civile aujourd'hui puisse être prise activement dans le développement du Burkina. Les organisations de la société civile s'engagent à accompagner le président élu dans le processus de changement quand souhaité par le peuple. Nous avons toujours Maître Benewende Stanislas Sankara avec nous sur ce plateau, mais cette fois-ci pas en tant qu'avocat de la famille Zongo, mais en tant que politicien, homme politique, candidat à l'élection présidentielle et candidat également aux législatives. Alors, nous venons de suivre un élément au cours duquel le président élu a rencontré les organisations de la société civile. Alors, actuellement, nous sommes dans le jeu des alliances. On parle beaucoup d'une possibilité d'alliance entre votre parti et le MPP. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est pas exclu. C'est pas exclu, mais nous sommes toujours dans une dynamique de concertation. Je dois dire que nous avons rencontré l'UPC. Nous avons discuté aussi avec un émissaire du CDP qui nous a rencontré au siège de l'UNUPS. Nous sommes en discussion également avec le MPP et nous avons convoqué nos instances qui vont certainement délibérer définitivement après le compte rendu que le secrétaire exécutif national du parti va faire au bureau politique et c'est pour samedi prochain. Mais d'ores et déjà, vous voyez que l'opinion publique s'est saisie de la question parce que avec nos 5 députés, nous sommes conscients que nous avons à choisir, bien sûr, une position qui devrait conforter les acquis de notre démocratie, mais aussi l'ancrage institutionnel, comme nous l'avons défendu dans notre programme de gouvernement, et aller vers les chantiers sur lesquels les Burkinabés attendent les hommes politiques. Donc, de ce point de vue-là, je crois que dans quelques jours, vous connaîtrez la position officielle du parti. D'accord. Donc, on peut dire que les Burkinabés peuvent s'attendre à voir l'UNUPS dans la majorité. Non, ce n'est pas exclu. D'accord. Merci beaucoup, Maître. C'est une réponse politique. Nous comprenons très bien.
Alors, la suite du journal, un élément qui vient de nous parvenir. Michel Kafando est à Conakry pour la prestation de serment du président élu Alpha Condé qui entame son deuxième mandat. Le président du Faso situe la portée de son déplacement à Conakry au micro de Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je dois vous dire que je me retrouve chez moi ici, en Guinée. Le président Alpha Condé et moi-même, nous avons de très bonnes relations de fraternité, d'amitié. J'ai été parmi ceux-là qui l'ont félicité pour la confiance que le peuple guinéen lui a renouvelée en lui accordant ce second mandat. Du reste, on ne s'en doutait pas. On n'en doutait pas parce que, vu ce qu'il a fait comme travail durant le premier mandat, ce n'était que normal pour moi que le peuple renouvelle sa confiance. La police frontalière de Madouba, localisée située à 85 km de Nouna dans la Kossi, a intercepté le 10 décembre un véhicule de transport en commun avec à son bord 28 enfants en partance pour le Mali. Le trafic des enfants dans cette localité ne faiblit pas malgré les campagnes de sensibilisation. Notre équipe sur place dans la boucle du Mouhoun s'est rendue à la direction provinciale de l'action sociale où s'est trouvé les enfants. C'était hier 12 décembre. Yves Rwamba, Paul Savadogo. Ce sont au total 28 adolescents, dont 22 garçons et 6 filles, en partance pour le Mali pour divers travaux domestiques qui ont été interpellés à Madouba dans la Kossi, à quelques kilomètres de la frontière malienne. Cela a été possible grâce à la vigilance de la police frontalière de Madouba. Le phénomène n'est pas récent dans la localité et l'action sociale n'entend pas croiser les bras. Il faut savoir qu'on a ces phénomènes exactement. Et ça s'est passé le 10 décembre. L'année passée, le 11 décembre aussi, on avait intercepté 45 enfants au niveau du même poste de police. Donc, juste à la fin des récoltes, les enfants se déplacent vers le Mali pour les travaux domestiques. On a constaté que les enfants sont dans des 4 communes frontalières au Mali. La commune de Djibasso, Barani, Madouba et puis maintenant Doumala. Les parents interpellés affirment ignorer l'interdiction du déplacement des enfants mineurs sans accompagnant. On a pensé tous après les travaux champêtres, les enfants peuvent aller se débrouiller, chercher un peu d'argent. Et là, vers l'hivernage, maintenant, ils vont revenir. Voilà, bon, c'est à travers ici, maintenant vos explications que nous avons reçues ici, que nous avons su qu'un enfant ne doit pas voyager comme ça. Ce qui est sûr, on sait qu'on ne peut plus permettre à nos enfants de partir comme ça. La majorité de ces adolescents sont analphabètes. Seule une, Sidonie Koïta, a le niveau 4e. À présent, l'action sociale de Nouna s'attelle au retour effectif de chacun de ces adolescents dans leurs familles respectives. Le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique a élaboré un guide de prévention et de gestion des conflits communautaires. Les membres de l'Observatoire de la boucle du Mouhoun se sont appropriés le document à travers une formation. Christophe Traoré, Paul Savadogo. Outiller les membres de l'Observatoire du contenu du guide de prévention et de gestion des conflits communautaires dans la boucle du Mouhoun, c'est l'objectif de cet atelier de 72 heures. À travers des communications et des échanges, les participants se sentent prêts à relever les défis. Au Mouhoun, ici, nous savons ce qui se passe. Évidemment, les choses n'ont pas la même nature, mais tout ça empoisonne la communauté, n'est-ce pas? Qu'au sortir de cet atelier, on serait un peu plus grandi. La création de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires répond au souci du gouvernement à promouvoir la paix. L'objectif visé par cet atelier est de permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir mutualiser leurs efforts dans la réflexion en vue de dégager des mesures, des propositions allant dans le sens de la prévention et de la gestion des conflits communautaires. C'est une initiative louable du gouvernement. Il faut saluer vraiment cette vision du gouvernement qui a très vite perçu qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et pouvoir ensemble mobiliser les acteurs et surtout écouter tout le monde. Après la région de la boucle du Mouhoun, ce sont les régions du sud-ouest,
du Centre-Nord et du Sahel qui accueilleront la délégation du ministère en charge des droits humains. La 5e édition des 1000 d'or de Ouagadougou a été remportée par la réalisatrice Madeleine Wayak Pambé. Les 1000 d'or récompensent le meilleur documentaire africain qui traite d'une thématique liée à la recherche scientifique. Ibrahim Sombier, Monkoun Dabiré. Madeleine Wayak Pambé, lauréate de la 5e édition des Miss d'or de Ouagadougou. Un prix qui récompense les meilleurs films documentaires scientifiques. Pour sa pertinence, son originalité et son approche scientifique, la réalisatrice a séduit le jury par son film. Il regarde de femmes, chef d'un ménage dans la ville de Ouagadougou. En fait, son film parle de la scolarisation des jeunes filles dans la ville de Ouagadougou. Les difficultés auxquelles les mamans sont confrontées tous les jours afin de parvenir à donner une éducation valable et fiable à leurs filles. Initiative de l'Institut de recherche pour le développement IRD et de l'ambassade de France au Burkina Faso, ce festival se veut une tribune de valorisation des travaux des chercheurs africains. C'est de permettre à des réalisateurs de travailler pour des chercheurs et de porter à la connaissance du plus grand nombre le résultat de leur recherche. Des 1000 d'or de Ouagadougou, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte en faire un tremplin pour la valorisation des résultats de la recherche au plan national. Il est important que les résultats de la recherche soient portés sur des films documentaires, sur ces nouveaux supports. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative et nous espérons que ça va gagner de l'ampleur. À l'image du FESPACO, ce festival a pour vocation de se positionner comme la plate tournante de la vulgarisation des résultats de la recherche en Afrique. Et puis sachez que selon les estimations de l'Institut IFOP, le Front National en tête au premier tour n'a remporté aucune région. Nous reviendrons dans nos éditions de demain sur ces élections régionales en France. Et puis nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, nous recevons le service sport pour l'actualité sportive de la semaine. Et ce dimanche, nous sommes avec Jérôme Tendrewego. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Abba Kassayon. Alors l'actualité ce week-end a été dominée par la 3e journée du championnat national de football. Oui, 3e journée qui s'est achevée cet après-midi même au stade, le désormais stade du docteur Issoufou Joseph Konombo, avec le match au sommet de cette 3e journée IFO USFA. On va voir les réalisations avec la régie. Donc si la régie permet, on verra cette opposition, ce coup franc à la 18e minute, bien enveloppé par Adama Zerbo, qui ouvre le score pour l'étoile filante de Ouagadougou. Vous allez le voir sur le ralenti. C'est très bien tiré. Il arrive à contourner le mur et le gardien avec. Et il trouve le 4, 1-0. Adama Zerbo, donc, qui ouvre le score pour les faux. Et tout de suite après, 2 minutes seulement après, soit à la 20e minute, on va voir ce ballon parti de la moitié du terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Une longue balle et une course de Ousmane Convolbo. Beau contrôle de la poitrine et encore de la même manière, bien enveloppé. On va continuer avec la régie, si vous permettez. On va voir le 3e but de l'EFO. C'est l'œuvre de Francis Kabouré à la 30e minute. On va continuer à Bakar Sayon. À la mi-temps déjà, l'EFO menait 3-0 et ce n'est qu'à la 82e minute que Mikaël Oudrame va offrir la réduction à l'USFA, score final 3-1. Mais il faut dire que 6 matchs se sont joués samedi. Pour l'essentiel, on a le BPS qui est allé s'imposer donc à l'ASFB 1-0. C'était au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Un nul blanc entre l'AS Sonabel et votre club Lusco. C'était ici à Ouagadougou. Et Uzi Banqui Sport 0-0 également à Waïguya. L'AGEB est venu arracher le point du match nul devant l'Aspayenenga au stade du 4 août grâce à son meilleur buteur. 4 buts en 3 matchs. Ismaël Karambiri donc, qui arrache l'égalisation sur penalty dans les ultimes secondes. C'était au stade du 4 août en première opposition. En seconde opposition, COSAF a battu le champion en titre 1-0 et COSAF est en tête du championnat, du classement avec 7 points plus 3. 7 points partagés avec le RCK, donc il y a 7 points également. RCK qui est venu à bout de Majestic qui signe donc 1-0.
BPS également à 7 points. Rappelons que vendredi, en match avancé, l'USO et le Santos étaient séparés dos à dos, 2 buts partout. Alors, il y avait également du basketball au programme. Voilà, on va dire que c'était donc les championnats nationaux parce qu'il y en a eu jusqu'à 4 du côté de Bobo Dioulasso hier samedi. Minime filles, garçons, puis cadettes et cadets. Minime filles, AS LBK a trébuché 29-31 devant le RCB. Chez les garçons, dans cette même catégorie, l'USFRAN a obligé Tampouy Lakers à plier les Chines 57-47. Il y a eu un non-match entre les filles de l'AS LBK victorieuse devant l'USFRAN 65-0. C'est du basketball. En revanche, les cadets de l'USFRAN ont remporté le titre 55-40 face à l'AS Sonabi. D'accord. On finit avec la petite reine. Oui, avec le Grand Prix des engagements nationaux courus ce matin même sur le boulevard Charles de Gaulle à Ouagadougou. Victoire de Yakuba Yamero de l'AS de l'AJCK à la vitesse de 38-139 km/h. Et si vous permettez, Sayon, on va terminer avec la CAN U23 disputée qui s'est jouée au Sénégal. La finale opposait l'Algérie au Nigeria. Le Nigeria est vainqueur 2-1 et le match de classement a opposé le pays hôte, le Sénégal, donc à l'Afrique du Sud. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et 3 tirs au but à 1 pour les Sud-Africains qui vont accompagner les 2 finalistes à Rio en 2016 pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Merci à vous, Jérôme Tendrebego, pour toutes ces informations. Et puis tout à l'heure, à 21h, la RTB vous propose un plateau spécial à Norbert Zongo pour discuter en long et en large de ces dossiers épineux. Nous avons en direct Fousseni Kindo qui va animer ce grand plateau pour vous. Bonsoir Fousseni. Aboubacar Sayon, bonsoir. Alors, est-ce que tout est fin prêt et qu'est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir voir ce soir pendant ce plateau spécial? Merci de nous rejoindre ici au studio production de la RTB. Effectivement, sur le coup de 21h, nous allons proposer à nos téléspectateurs une soirée de souvenirs et d'hommage à Norbert Zongo. 17 ans après, on ne sait pas jusqu'à présent qui a tué, qui a ordonné de tuer et qui est l'instigateur et à qui profite le crime. Et donc, ce soir, donc, c'est une soirée de souvenirs, d'hommage. Nous allons revenir sur les images de la disparition de notre confrère en 1998, les images qui ont suivi l'enterrement de Norbert Zongo, mais également nous allons parler de la mobilisation après la disparition de Norbert Zongo, tout ce qui a concerné les protestations, les manifestations. Nous allons nous remémorer de tout cela au cours de ce plateau spécial. Et puis nous allons aussi parler du dossier en tant que tel, les péripéties, le non-lieu, la réouverture du dossier et aujourd'hui l'évolution tangible que le dossier Norbert Zongo connaît. Et donc, Norbert Zongo, l'affaire Norbert Zongo qui a été un tournant marqué, un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso en matière de prise de conscience, en matière de maïeutique, cette philosophie chère aux penseurs. Et donc nous allons discuter de tout ça avec des invités et des invités qui étaient des acteurs clés et des acteurs de premier ordre pendant les manifestations qui ont marqué cette période trouble de notre pays. Et donc nous aurons Maître Alidou Ouedraogo, le président du pays réel. Il sera là pour témoigner, pour se souvenir de ces événements. En compagnie de nos